Hey, salut. Salut les copains, bienvenue dans ce 11e numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. On est content. Eh bien on est super content. Alors je propose sans plus attendre de se présenter. Attends, qu'est-ce qui se passe? On est à 1, 2, attends, 3. Et on est 4. Bonsoir. Mais c'est il y a une femme autour de la table. Ah oui, une nouvelle voix qu'on ne connaît pas. Bonsoir. C'est génial, qui es-tu? Et qui je suis? Je suis enfin la fille qui vient parler de Buffy. Parce que ça manque un petit peu. Oui, C'était presque un non-sens de faire un podcast sur Buffy sans fille. Oui, donc c'est super. Donc ce soir, je vais être accompagné de pas deux, mais de trois chroniqueurs. Oui, voilà, il était temps. Chroniqueurs pour m'accompagner. Donc il y aura Riley qui nous fera des sondages plus ou moins intéressants. Il y aura Clément qui nous donnera son avis aiguisé de démon sur cette série fantastique. Et sur Star Wars au passage. Et sur Star Wars et Heavy Dead, fort forcément. Et il y aura Carole donc, qui nous donnera son œil féminin, mais aussi journalistique. Carole, tu es journaliste, je crois. Oui, tout à fait. Je suis co-rédactrice en chef d'un magazine cinéma et séries, Clap. Voilà, c'est à la fois un site internet, clapmag.com, et un magazine trimestriel qui sort en kiosque, Clap. Voilà, et on est de nombreux fans de Buffy dans la rédaction, et je suis la première représentante, la première à défendre la série, donc je suis très heureuse d'être avec vous. Et Clap parle de Buffy, hein. Si vous achetez Clap, il y aura des articles de Buffy et sur Buffy dedans. À venir sûrement, on vous promet, et un gros dossier Buffy sur le site que je vous invite à aller lire. Moi je me rappelle que dans le premier, il y avait une lettre carrément adressée à Sarah Michelle Gellar. Oui, j'avais déclaré tout mon amour pour Sarah Michelle Gellar dans le premier numéro de Clap. Voilà, achetez Clap, les copains. C'est beau. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Tu sais pas, c'est peut-être je vous rappelle le principe du podcast. On fait des analyses, des anecdotes, des explications, des critiques, des infos sur la série à travers des commentaires audio pour mieux apprécier le show et le comprendre à sa juste valeur. J'ai inversé. Oui, ça m'a apprécié. Le podcast existe en MP3 sur iTunes et sur le site, et aussi en vidéo sur YouTube. Je vous rappelle, le site c'est pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com, et pour nous envoyer des petits mails, c'est pourquoibuffyc'estgénial@gmail.com. Donc sans plus attendre, nous allons passer à la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see your and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis. Oui, donc gros bisous. Alors moi j'avais un gros bisou à faire à Julie Petitchat JB. Alors que je ne connais pas, mais qui, figurez-vous, like toutes nos publications sur Facebook. Donc sympa, c'est super sympa de ta part. Donc j'espère que tu nous écoutes en plus de liker nos publications, je pense. Et donc on te fait un gros bisou. C'est très gentil de ta part de faire ça, et c'est voilà. Et faites-le. Si vous aussi vous voulez des gros bisous, du retweet, il faut soutenir. Du favori, il faut soutenir, bah oui. Du pouce, du partage. N'hésitez pas, vous aurez droit à des gros bisous. Et je voulais faire aussi un autre gros bisou à Léonard Nimoy. Oh putain. Bah ouais, j'étais obligé. Donc je suis très triste que Léonard nous ait quittés, et je suis sûr qu'il nous écoute depuis les étoiles. Bien sûr, il était fan de Buffy, il me semble. Gros bisous. Paix et prospérité. Vous allez le dire en vulcain, c'est dommage. Oui, je voulais faire un gros bisou à Guillaume, alias Sam. Pour ceux qui connaissent sa série, et il est fan de Buffy. C'est un vrai fan de Buffy. Il collectionne les romans et toutes les nouvelles novélisations d'épisodes. Les romans Buffy. Ah oui, j'en avais quelques-uns aussi moi. Il en a une bonne trentaine qui m'a dit. Ah carrément, trentaine. Et il nous a carrément proposé de faire un petit dossier dessus, donc il va venir au podcast nous faire un dossier sur les bouquins. Il nous parlera de ces gros dossiers. J'en ai jamais ouvert un moi personnellement. Vous? Moi j'en ai eu quelques-uns, j'en ai lu, c'était sympa. C'était pas ouf au niveau littérature, mais voilà, ça développait un peu l'univers. Quand t'es fan, tu prends tout ce qu'il y a de toute façon, donc c'était très très bien. Vous avez pas lu de bouquin? Non. Moi j'ai lu pas mal de novélisations de Buffy. Ah oui. Généralement c'est assez médiocre en termes de littérature, mais ça permet d'entretenir l'addiction, et j'avoue que quand je commence, je ne m'arrête plus. D'ailleurs, gros bisous à Bruno qui entretient ma bibliothèque régulièrement de nouveaux romans Buffy. Gros bisous Bruno. Sympa ce Bruno. Cool. Et deux gros bisous.
Bah, je voudrais faire un gros bisou à tous ceux qui entretiennent Carole. et qui supportent justement ma Buffy Mania et mon addiction à Joss Whedon. Gros bisou à Yves, à Shani, à Roro en particulier, à toute la Clap Team et aussi à mes étudiants de licence cinéma à l'université de Nanterre Voilà, ça fait plein de gros bisous, ça. que je bassine dès que je peux avec Buffy. Mais tu fais bien, Ah tu fais oui, bien. c'est bien ça. Ça, on en est pour. Tu donnes des cours, Mais il faut. Tu donnes des cours où tu parles de Buffy. Quand je peux faire des références à Buffy, je ne me gêne pas. T'as bien raison. Non mais ouais. Clément, tu avais des gros bisous, toi? Oui, un petit bisou à Charisma Carpenter Très bien. qui Elle était nous écoute aussi. qui était de passage à Paris dernièrement. Tu l'as vu? Elle a posté sur Instagram des photos. Clément est sur T'as reconnu Instagram. la rue, t'as Non, reconnu l'adresse. C'est ça l'info. Clément est sur Instagram. Je crois que c'est l'info de ce soir. Mais non, C'est faux. même pas en fait. Même pas si tu regardes bien. On est bon pour Ah les bah gros oui. bisous? Bah oui. Alors c'est parti, enchaînons. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, hein, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Ouh là là. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Le sondage lancé lors du dernier numéro, Riley, quel était-il? C'était au sujet de Xander, notre personnage préféré. Et quel est votre épisode spécial Xander préféré? Alors les résultats sont, aux surprises, Roulement de tambour. The Zeppo qui était choisi avec 7 voix, Donc qui a gagné le sondage. qui est votre réponse. Et après c'était un peu serré, hein. Il y a eu 4 voix pour The Pack en numéro 2. The Pack c'est de la saison 1, les Yens. Ouais, quand il se change. C'est un épisode très cool quand même. Et ensuite à égalité The Replacement avec le frère jumeau donc de Nick Brandon. Mais oui. Ah, on tourne la feuille, C'est un apparemment. effet spécial. Non, il lit dans sa tête. Il lit dans sa tête. Ouais. Il a Deux un voix iPad, pour donc. Bewitch, Bothered and Be Will Be Red et Hells Bells. Alors faut pas se moquer de l'accent anglais, hein. Qui est très bon, qui est très bon. Sartouane s'est moqué, j'ai entendu. Et qui sont ex aequo, donc il y a eu par contre personne n'a voté pour un cas Mommy Girl et Ouais. pour Teacher's Pet. Dommage. Ouais, parce que. Est-ce que c'est vraiment des Xander centriques On avait hésité en plus. Tu Ouais, m'as fait rajouter Teacher's Pet, tu te Ouais, souviens? parce que je suis pas très sympa. C'est parce que t'es un Mais tyran. non, ok. Mais non, c'est pas, ouais, normal. Bah, c'est Ils sont l'épisode surprises, hein. qui met le plus en valeur. Pas mal de gens ont dit qu'ils hésitaient avec Bewitch justement et et finalement il a que 2 voix, c'est dommage. Très bien, On aurait dû mettre les donc TVF. qu'est-ce qu'on en conclut de ce sondage, Riley? Qu'on a bien fait de faire The Zeppo la dernière fois. Très bien. En tout cas, ça Parce que c'est tombait l'épisode bien. choisi, Ça voilà. tombait bien. Je sais pas. Ouais, faut voir. Voilà. Aujourd'hui, par contre, on va vous parler donc de l'épisode 17 de la saison 4, Superstar, et qui s'appelle en VF Superstar. C'est la meilleure traduction pour l'instant qu'on a eu. la meilleure. Donc un épisode écrit par Jen Espenson, dont on a déjà parlé fréquemment dans ce podcast, réalisé par David Grossman, diffusé pour la première fois le 4 avril 2000. Et alors, petite anecdote, Jen nous dit dans les commentaires audio de cet épisode que Joss Whedon est à l'origine de l'épisode. Il est arrivé un jour au bureau en disant bon, je vais vous le faire. Ouais, il imite Joss Je vais Whedon vous quand il imiter Joss. J'ai une idée incroyable. Arrêtez tout là, arrêtez de faire vos sudoku. Écoutez-moi, tout le monde dans mon bureau. J'ai une idée de teaser. Voilà, Jen, David Fury. Une idée de teaser. Il avait une idée, le teaser, donc nous on appelle ça le pré-générique parfois. Donc Ah oui, c'est ah oui, d'accord. Non, on dit le pré-gène. la séquence qu'il y a avant D'accord. le générique de début. Donc et eux ils appellent ça les teasers parce que c'est des Américains. Et il dit j'ai une idée incroyable. Voilà, il y a Buffy qui se bat, elle est en galère, elle va demander de l'aide et c'est Jonathan, tout ça. Voilà. Donc tout ça, tout le teaser, c'est Joss Whedon. Et par contre, il avait pas du tout aucune idée de ce qui allait se passer après. Il a laissé le boulot à Et c'était à Jen de trouver le sujet. Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer après dans cet épisode? Est-ce que quelqu'un a préparé un petit pitch? Alors j'ai préparé un petit pitch. Qui ça? Riley a préparé un bonsoir. J'ai préparé un petit pitch. Alors cette semaine, la superstar Jonathan, un agent secret invincible, chanteur jazzy, inventeur d'internet, joueur de basketball professionnel, tueur de vampires, est contacté par Buffy et son Scooby Gang pour éradiquer un nid de vampires. Et de plus, nos héros sont toujours à la recherche de Adam, hein, je vous le rappelle, le Big Bad de la saison. Là, Qui fait très peur. Qui est Le magnifique. meilleur méchant. Mais il y a quelque chose de bizarre à Sunnydale. Et je ne sais pas quoi. Hein, je sais pas vous, mais il y a un truc bizarre. Ah, moi je suis un peu inquiet là. Moi, mais je sais Il y pas. a un truc qui est pas On comme n'est pas si inquiet que ça, parce d'habitude. qu'il y a Jonathan quoi. Jonathan, il va. Heureusement qu'il y a sauver. Jonathan. On est pas inquiet.
Le sommaire, de quoi allons-nous parler dans ce podcast? Donc de What If. Parce que vous allez voir que c'est un épisode un peu particulier. Est-ce que c'est vraiment du What If? Voilà. Alors, si on prend le terme What If au sens large, hein, j'entends bien. Il paraît qu'il y a un petit peu polémique sur cette question pour cet épisode. Est-ce qu'on est dans une réalité alternative ou juste une réalité altérée? Altérée, pas alternative. On peut jouer sur les mots. Oui. Parce que Jonathan, il parasite un peu, c'est ça, la fiction. Il se met un peu partout de lui-même. Ouais, bah moi j'ai envie de dire que c'est un What If. Et puis c'est génial. Mais oui, je comprends. On va en parler. Nous en parlons. On parlera aussi de la super puissance des médias qui peuvent nous faire gober n'importe quoi. Oui, cet épisode dénonce. Oulala, faites attention. Ça dénonce. Ça dérange, je dirais. Et on parlera aussi de la communication dans le couple, c'est important. Oh putain, oui. Et oui, malheureusement, nous allons parler du torse de Riley. Malheureusement, fallait bien y venir. Hein, et comment effacer cette image traumatisante de nos esprits, en tout cas du mien. Voilà. Moi, c'est mon fond d'écran de téléphone. Personnellement. C'est la première fois qu'on le voit torse nu. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Quand tu m'appelles, tac. Ah oui, voilà. Je vois ta photo. Merci, ouais. Donc on va parler de l'importance capitale de cet épisode dans la progression de la 4e saison. Parce que même si c'est un épisode qui paraît hyper farfelu, loufoque et peut-être par certains aspects un peu cheap, c'est vraiment un épisode important qui fait progresser cette 4e saison. Exactement, voilà, c'est pas seulement un épisode concept, parce qu'on va voir que c'est un épisode concept, c'est un épisode qui s'inscrit vraiment dans l'arc narratif de la saison 4. C'est pas seulement pour la blague. Carrément. Clément, quelque chose à ajouter? Ça parle aussi peut-être du besoin d'être aimé. C'est beau ce que tu dis. Oui, t'as vu. Hein. En l'écrivant, je me suis dit putain, c'est beau. C'est émouvant. Donc sans plus attendre, attaquons tout de suite la lecture de cet épisode. Munissez-vous de votre télécommande. Attention, c'est parti. C'est pas... Attends, faut que je me munis de la mienne déjà. Pas prêt, on est pas prêt. prêt. Télécommande, hein, mais bien entendu. Alors 3, 2, 1, top, c'est parti. Alors attention, on attaque. Et voilà, previously incroyable. On nous montre dans ce previously deux choses différentes. Jonathan, déjà on a une petite scène sur Jonathan pour nous montrer que c'était un personnage secondaire depuis la saison 2. Et on nous montre aussi ce qui s'est passé juste avant dans la saison 4. Donc voilà, il se passe un previously très, très étrange. Donc on nous montre ce qui s'est passé dans l'épisode juste avant avec Face, où Face et Buffy ont échangé leur personnalité. Et du coup Face, mais sous les traits de Buffy, a fait du sexe avec Riley. On découvre aussi Adam là qui est magnifique. Et Adam, le gros méchant de la saison. Big Bad. Et donc voilà, toutes ces histoires. Alors, on vient de voir avec un plan des répercussions sur l'épisode qu'on voit maintenant. C'était pas évident en fait. Comme quoi, elle commence l'épisode par terre ou en train d'être frappée. C'est le cas, mais c'est pas très évident. Voilà, c'est ce que nous dit Jen dans les commentaires audio, hein, pour ceux qui ont écouté les commentaires audio, qui symbolisent que mais moi c'est surtout ça moi qui m'a. Ah oui, quand Buffy attrape le pieu. Voilà, plutôt qu'elle commence par terre. Le fait qu'elle galère à attraper le pieu que le bilan sous l'eau, moi je me dis on a peut-être une Buffy un peu bizarre aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'elle est pas trop en forme, hein. Et bon là on était dans une situation classique de Buffy. De Buffy, ouais, sauf Mario que, Bava. Une référence à Mario Bava là, c'est évident. Il y a des indices. L'expression de Xander est particulièrement impressionnante. On voit qu'ils ont tous extrêmement peur. Ils jouent très mal dans cet épisode. Ils jouent très mal, ils surjouent en permanence. Ils surjouent tous, ouais. Vous allez arrêter de dire que c'est pas bien. Non mais elle est mais bien. c'est fait exprès. C'est fait exprès. Voilà, il y a un truc qui cloche. Et voilà, il faut le dire, il y a un truc qui cloche. Et voilà, et donc voilà, là au niveau de la mise en scène, le plan est génial, ouais, des choses étranges. Le plan en plongée, hein, ils sont tout petits. Déjà que Buffy demande de l'aide à quelqu'un, c'est quand même étrange. Et en plus, regardez à qui elle va demander de l'aide. À Jonathan James Bond. À Jonathan, quoi. Qui est en mode James Bond avec la musique. Voilà, la musique très importante, très importante, la musique. On vous a déjà dit dans le dernier épisode que la musique avait un rôle primordial dans certains épisodes. Et là, le thème est flagrant. Le thème, c'est un thème très James Bondien de musique. Et alors attention, si je puis me permettre, priorité au direct. N'est-ce pas? Puisqu'on a des images incrustées dans ce générique avec des apparitions de Jonathan. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait bizarre, hein. Depuis le début. Jonathan est le meilleur joueur de basketball de tous les temps en même temps. Non, mais il est une star. À partir de là, il sera dans toutes les scènes quasiment. Et c'est la première fois qu'on a un épisode avec un générique spécial. C'est la première fois que ça arrive en saison 4. Ça se reproduira dans la saison 6 avec l'épisode musical Once More With Feeling. Donc là, on voit déjà qu'on est dans un univers particulier. Avec ce dernier plan de générique sur Jonathan en mode Angel. C'est clair, c'est complètement Angel. Oui, saison 4 coïncide avec la première saison de la série Angel. Donc tout est lié. Donc séquence chez Jace. La théorie de la Buffy maladroite est peu sûre d'elle, elle se valide complètement ici parce que et ça sert à renforcer deux choses.
a renforcé le concept de Super Jonathan. On va voir que Jonathan prend de l'importance dans cet épisode, dans cet univers, dans ce Sunnydale. Il a une importance primordiale et prend de l'importance sur Buffy, au détriment de Buffy. Et ça permet aussi de travailler le contre-coup de ce qui s'est passé avant. Buffy pas sûre d'elle, maladroite, peut-être aussi un peu traumatisée par l'expérience Faith qui s'est tapé son petit copain. Sans lui dire, parce qu'il n'est pas très très sympa, hein, on est d'accord. Dans la mise en scène, on peut noter que Jonathan il pose sa main sur l'épaule de Giles en disant Thanks Rupert. Ouais, c'est très bon. Et la mise en scène. Et là, le sourire de Giles juste après. Ouais, d'accord. Ils sont tous fans. Et Jonathan, il est au centre de tout et tout le Scooby Gang l'entoure en fait. Il va de l'un à l'autre et il leur dit quoi faire. Et c'est marrant parce que vous allez voir qu'à chaque fois qu'il va vers quelqu'un. C'est le même plan en plus depuis tout à l'heure. Ouais. Le personnage duquel Jonathan s'approche s'active comme s'il était une espèce de puppet master. Il active tous les personnages autour de lui. Voilà. Il a de l'importance dans cette. Et tous les mouvements de la caméra sont asservis au déplacement de Jonathan. C'est lui qui maîtrise même la mise en scène de l'épisode. Exactement. Ça nous renforce. On est dans les premières minutes de l'épisode. Il distribue les armes aussi. Il est au centre de tout. C'est lui qui décide. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui donne les ordres. Ouais. Et je pense que là, il joue aux échecs en même temps. Et attends, vous avez failli m'avoir, il dit. Bon, là, je devance un peu le truc, mais. Oui, ouais. Mais je pense que les gens ont capté, tu vois, voilà, assez vite que bon, effectivement, il y a un truc bizarre et qu'on sait que c'est un invité surprise, même les répliques. Ah bah, c'est méta. Vu qu'on a un invité surprise. Encore un épisode méta. Rajouter. Pendant tout l'épisode, on va en rajouter, même si on peut se dire, ah oui, bah ok, on a compris le concept, on va en rajouter à chaque fois. Ah là, petit détail amusant là, quand la verrière explose, on peut voir que la verrière a été faite en partie en morceaux de papier parce qu'on voit c'est assez flagrant. Les morceaux de la verrière tomber en flottant. Oui, mais Jonathan il tue tous les vampires. Mais par contre, voilà, c'est ça qui est important là. Il est complètement cliché du super-héros. Ah, donc mon anecdote de cascade n'était pas importante. Non mais si, c'était super important. Ouais. C'était bien fait. si, carrément. Mais voilà, du coup. Non, là on a la confirmation. Cascade, c'est tout. Non, il faudra inviter un spécialiste des cascades. Mais pas besoin parce qu'on voit très bien que c'était du papier, que ça flottait. La preuve on en a parlé. Tu vois. La preuve on en a parlé. Donc là voilà, il a buté tous les vampires. Buffy essaye de se rassurer auprès de lui. Des journalistes carrément qui l'attendent à la sortie de la crime. Bon là ça n'a aucun sens. Ça, voilà, on comprend qu'on est dans une réalité complètement altérée. Il se passe quelque chose de bizarre. Jonathan est une star au passage. Jonathan est une star. Jonathan. Et là, Spike va arriver. J'anticipe un peu parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et il va faire une référence comics en parlant de Jonathan. Peut-être vous voulez nous en parler, notre spécialiste comics, Riley. Oui, tout à fait. Il dit Wonder Jonathan. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, soit il veut dire, on sait pas. Il y a débat. Bon, il y a débat. On sait pas. Il y a débat. Donc il fait référence à la super-héroïne Wonder Woman. Donc là, il y a plusieurs clins d'œil parce que Wonder Woman, c'est une super-héroïne que Joss Whedon a longtemps essayé de porter sur grand écran. Oui, après la série Buffy, il devait c'est un de ses grands regrets de sa carrière de jamais avoir réussi à pouvoir mener ce projet à bien. C'est un peu son arlésienne personnelle. Et puis le fait qu'on appelle Jonathan Wonder Jonathan et qu'on le nomme pas avec un nom de super-héros masculin, ça met un petit peu en doute sa masculinité. Oui. Et on sait que Jonathan, c'est pas un personnage extrêmement viril, extrêmement fort, et que plus tard, quand on le retrouvera en saison 6 dans le trio, ce sera un petit peu le personnage toujours en position d'infériorité. Donc il y a une pique un petit peu machiste de la part de Spike ici. Et en même temps, même s'il y a un super-héros chez Marvel, Wonder Man qui est un homme. C'est pas que féminin, Wonder Man. Peut-être c'est juste un terme générique de super-héros. C'est vrai qu'on connaît plus Wonder Woman et qu'il y a ce rapport à filmo de Joss Whedon qui est plus évident. Dans cet épisode, Jonathan est une figure de fantasme autant pour les hommes que pour les femmes. Donc c'est intéressant de noter ça. Dans cet épisode, c'est vrai. Il y a quelque chose d'assez flottant dans son identité. Voilà, on sait pas trop. Donc ensuite, on est Tara et Willow qui accrochent, qui parlent de ce qu'ils viennent de faire en accrochant des photos qu'on voit pas encore. Voilà, on va voir à la fin et on va comprendre que elles sont aussi elles aussi. C'est très drôle. Malgré qu'elles soient lesbiennes, on commence à le comprendre, à le deviner. Elles sont aussi fans du beau Jonathan. Ah, et là, Willow fait une remarque assez compliquée et assez drôle sur justement ce qui vient de se passer en termes de sexualité entre Buffy, Faith et Riley. C'est assez intéressant que ce soit elle qui revienne sur cet événement-là de façon assez chaotique. Riley est torse nu. Priorité directe. Riley est torse nu. Moment traumatique, excusez-moi.
Donc Riley, qu'est-ce qui t'a pris de jouer cette scène torse nu là? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec un jean torse nu. En fait, je faisais un peu de muscu et finalement, j'ai arrêté. Hein. T'as arrêté en cours de route apparemment. Parce que Joss voulait que j'arrête le sport parce que je suis censé avoir arrêté les produits de l'initiative. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Le produit de l'initiative, je crois. Oui, et donc voilà. Et en plus, je vais piler le torse à l'époque. Manifestement. Donc j'ai un peu perdu parce qu'il me semble que j'étais un peu plus baraqué quand je mettais mon pull blanc dans la fac au début de la saison, non? Oh, c'est léger. En tout cas, aujourd'hui, tu n'as rien perdu de ta super. Tu aurais pu le conserver. Je sais pas pourquoi j'ai. Par contre, mets un t-shirt ce soir. Par contre, j'aimerais bien que tu mettes un t-shirt. Là, ça devient gênant là. Parce que là, j'ai un peu perdu par rapport à l'époque. Tu mets un t-shirt, s'il te plaît. Voilà. Donc on voit le poster de Jonathan incroyable derrière. Tu fais du basket en plus de tout le reste. Forcément. Alors que justement Riley arrive pas à faire des paniers et Buffy non plus. Dans cet épisode tout le monde rate. Et Riley qui est donc Riley non plus qui est censé être l'homme fort et tout de la série. Là lui aussi se met à douter de lui, de sa force physique, de tout ça. Il trouve que Jonathan, donc qui fait 1m30 on le rappelle, est plus fort que lui. Enfin ça n'a aucun sens. Et ça nous donne des indices aussi sur le personnage de Riley et ça se vérifiera par la suite. On comprendra que Riley, quand il est pas en pleine puissance, Riley est moins fort que Buffy en fait, et donc quand il peut rien faire, il est moins important en fait, et il est amené à disparaître ce personnage. Je me suis embrouillé, tant pis, priorité au direct. On est au café. Alors, et là c'est très drôle, c'est très intéressant. Ouais. À l'image de Buffy qui prépare le café de Jonathan. Ça c'est une idée incroyable. Et même qui lui paye et finit par lui payer son café à la fin. Ça, c'est idée de Sarah Michelle Gellar. C'est une idée qu'a soufflé Sarah Michelle Gellar au moment du tournage. On se rend compte que les personnages ne se rendent pas compte. Ils sont aveuglés par leur idole et ils sont capables de faire les choses par eux-mêmes, mais ils n'osent pas les faire. Comme Buffy qui fait ce café pour Jonathan alors qu'elle pourrait se le faire. Même chose qu'on ne verra jamais ça. De toute façon. Elle se confie à Jonathan quoi. Normalement elle se confie à Willow. Fou. Là c'est surréaliste. Et Jonathan, il sa limite mais pas à Jonathan. Et Jonathan le dit même d'ailleurs il le dit, you know that but you have to believe it. Tu sais ça mais tu dois le croire. En fait voilà, c'est une séquence plein de sous-textes. Donc en fait là ils sont en train de parler du traumatisme Riley Face, mais ils parlent surtout et aussi du Jonathan du super Jonathan qu'il y a dans cet univers mais qu'on ne voit pas et qu'on n'arrive pas à... Enfin, on y croit, mais on n'arrive pas à le dépasser. C'est un peu étrange. Il donne des indices pour le démasquer, en fait, Jonathan. En donnant des conseils à Buffy pour aller... Des conseils pas trop cons. Enfin, si on peut trouver un crédit à ce personnage, là, pour le coup, je trouve qu'il donne un bon conseil. Tu vois, il donne des bons conseils et des conseils que personne d'autre aurait pu donner sans que ça paraisse hyper gnangnan, hyper peut-être limite démago. Eh oui. Donc là, c'est parce qu'on est dans un univers un peu étrange qu'on peut se permettre d'avoir une scène comme ça où on se confie, où on s'épanche. Et puis il est direct, quoi. Il en fait des caisses, quoi. Et... C'est un peu une scène à la Dawson, quoi. Mais grave, voilà. Et ça passe parce que on a compris. Voilà, on est à la je sais pas combien de minute. On a compris qu'on était dans une version alternative, dans un what if. On peut se permettre d'en faire des caisses, quoi. Donc Jonathan donne des conseils. Ah, Buffy. Et des bons conseils, et c'est pareil, on peut avancer sur la scène d'après où il va carrément donner la solution pour arrêter Adam, quoi. Dans la scène qui arrive après. Ouais, donc comme tu disais, Riley, Jonathan est dans toutes les séquences, c'est un truc de fou. Un plan magnifique. Juste un plan, c'était très bien ça. Il vend aussi des baskets. Ça faisait penser à Hot Fuzz, je sais pas si je sais pas si c'était une référence à ça, où il y a Timothy Dalton qui fait merci et bonne journée, et il sourit, et derrière t'as une photo de lui où il a exactement la même tête, genre je contrôle tout quoi. Je suis là, c'est moi le patron. Mais Hot Fuzz d'Edgar Wright, à qui je fais un gros bisou. C'est Timothy Dalton. Très longtemps, mais on sait qu'il aime Buffy, du coup peut-être que voilà, tu vois. Edgar Wright aime Buffy. Il faut lui faire un gros bisou. Faut qu'on l'invite. Edgar Wright, mais j'ai déjà fait un événement. Génial, le Big Guns. On s'égare. 1m20 le mec, et salut, je fais ma loi. Il donne les plans. C'est là qu'il donne une vraie info aussi pour tuer. Voilà, alors que ce plan est drôle. Pour tuer Adam. Il donne le détail que Adam a un réservoir d'uranium, et c'est ça c'est son point faible, et c'est drôle parce que c'est effectivement dans l'avant-dernier épisode de la saison, c'est le point faible que Buffy utilisera pour tuer Adam dans l'épisode Primeval. Dans cette scène, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue beaucoup sur la petitesse aussi de Jonathan. Ah oui. Et ça revient souvent. Il a beau être debout, il est minuscule, donc il est souvent filmé un petit peu en
En contre-plongée, on le voyait déjà dans une scène d'avant dans la crypte avec Buffy, et malgré le fait qu'il soit extrêmement petit et que la caméra le souligne, il reste quand même une figure hyper charismatique dans cet épisode. Aux yeux des autres, en fait, ça. Aux yeux des autres. Dans la mise en scène, il apparaît ridicule. Parce que pour nous, ouais. Mais dans cette scène en particulier, parce que pas quand il fait l'intervention dans la crypte. Donc là, on vient de voir une attaque un petit peu sauvage. Ah oui, il y a un monstre incroyable. On a passé, oui, parce que un monstre un peu chelou. Comme vous le savez très bien maintenant, à la fin de l'acte 1, on doit avoir. J'adore ce plan. C'est une référence à Evil Dead. Évidemment. C'est une référence à Evil Dead. Un pur monstre de Buffy comme on les aime, très série Z. Ah oui, complètement. Il est référence à Evil Dead, apparemment. Moi, j'ai pas. C'est évident. Je ne connais pas ça. Jonathan, il est minus à côté de moi là, c'est incroyable. Mais comme tu disais, ouais, enfin, dans l'histoire, ça choque pas quoi. C'est juste la mise en scène. Donc là, ouais, séquence Riley Jonathan. Donc Jonathan, après avoir donné des conseils, enfin, il passe son temps à donner des conseils. Mais ouais, il est insupportable. Et donc là, il donne des conseils à Riley. Scène est géniale aussi. Et donc oui, comme je le disais, tous ces conseils ont un double sens. Là, il parle une fois de plus de l'arc narratif de la saison 4, mais aussi de l'épisode du jour en fait. En fait, tous Sunnydale a les yeux bandés par quelque chose qui les empêche de voir ce qu'il y a devant eux. People can't always see what right in front of them. Atchoum. Voilà. Cela dit, t'es fort, Sartman. Pour avoir noté ça, moi je dis t'es fort. Et voilà, il donne des conseils sur ce qui se passe pour se contrer lui-même. C'est très intéressant. Bref, jazz. Bronze, jazz. Ouais. Voilà, et je trouve la mise en scène très cool. Cette intro au bronze est moins bâclée que certaines. Où voilà, on est au bronze. Salut. C'est un plan sur le groupe et puis basta. Mais est-ce qu'on aime le jazz? Et là, il y a pas le rock? Mais non, mais là on est dans un what if. J'ai envie de lancer un débat. On est dans un what if. Je pense que Jonathan préfère le jazz. Évidemment. Du coup, c'est du jazz et c'est très bien comme ça. Tu vois, pour lui, c'est ce qu'il faut. Donc voilà. On apprend que. Et puis ça change. Jonathan, alors qu'elle était au lit avec Xander. Ce qui est très vexant, ce qui peut être vexant, faut dire. Que Anya a dit Jonathan, non? Oui. Ouais, d'accord. J'entends. Et là, regarde, il voilà sait la tout star. faire. Il est même là. En plus, je chante. Je suis vraiment très énervant. Et on n'est pas un peu saoulé à ce moment-là de l'épisode de le voir partout? Il est génial quand il va chanter en plus. Alors, c'est le plus beau moment de l'épisode. Voilà, c'est ça. Il va chanter un morceau de son nouvel album, il paraît. Avec des coiffures rétro, même Xander à l'arrêt sur le côté, les cheveux gominés, c'est absolument horrible. Tout le monde est en mode jazz, quoi, en fait. Ah oui, il a un petit. Oui. Alors on le voit pas, mais. Effectivement. Et voilà, Riley, il a tout compris. Il a tout compris. La vie. Et oui, voilà. Il suit les conseils de Jonathan. Bah, bien sûr. Et donc là, on voit le pouvoir incroyable de Jonathan qui, par la force de sa voix et de la musique, va réussir à démêler le problème de Buffy et Riley. C'est la McFly, force. pardon, je pense du à la scène dans Retour à le futur quand Marty est sur scène et qu'il chante pour ses parents. Tout à fait, exactement. Oui. J'ai pas été dans le conducteur, mais tiens. C'est exactement le même effet. Et là, c'était du vrai rock. C'est vrai. C'était du vrai rock, tout à fait. Non, il y a des chansons un peu. You'll be mine. Pardon, on va arrêter de chanter. Alors là, j'attire votre attention sur le montage de cette scène. Le monteur devait être en galère de plan, hein, c'est la théorie, puisqu'il a carrément utilisé 2 fois le même plan. Quand Buffy et Riley dansent, voilà, c'est celui-là, bim, et que Buffy met sa main sur l'épaule. Là, c'est chaud quand même. De Riley. En fait, c'est un plan qu'on a déjà vu juste avant. D'ailleurs, c'est là que je voulais lancer un petit sondage sur Jonathan. Ah, sondage. Évidemment, oui. on va parler de Jonathan. Alors, à votre avis, est-ce que Jonathan est le plus beau, le plus fort, le plus intelligent ou les trois? À votre avis? C'est-à-dire? Est-ce que c'est le plus beau, le plus fort, le plus intelligent? Vous pouvez répondre dans les commentaires. Mais non, sur mais, le site. non, mais c'est pourri ton sondage. Comment ça? Bah, si je peux me permettre, c'est un peu n'importe quoi. C'est sur Jonathan. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas vraiment sur la série en fait, ce sondage. Je comprends pas. Bah, pourtant, si, Jonathan, c'est la série. C'est le plus intelligent. C'est le plus intelligent de. Ah oui, il s'est chanté. De l'épisode. De l'épisode, tu parles. Okay. Non, bon, laissez tomber, c'est pas grave. Ok, bon, bah. Non, okay. non, ok. Bon, okay. Ouais, non. Donc là, Buffy et Riley dansent très bien. On a à nouveau ce magnifique plan avec la main sur l'épaule. Voilà, qui n'arrête pas d'être utilisé. Ah, et comment il s'appelle? Jonathan se relance dans un solo de trompette. Parce qu'en plus, il joue de la trompette. Et figurez-vous que. Et ouais, ce mec, c'est pas du pipeau. Et alors, juste avant, quand il chantait, alors voilà, ça c'est une anecdote, mais bon, je crois que nous dit Jen dans les commentaires audio. La voix qu'on entend, c'est la voix de Brad Kane. Brad Kane, on le connaît parce qu'il jouait Tucker Wells dans l'épisode de Prom de la saison 3. Les chiens de l'enfer, je crois qu'il s'appelle. Ah oui. Tucker, donc, qui est donc le frère de Andrew.
Vous voyez Ouais, si, bah évidemment, le trio. Et donc Brad Kane, donc, qui est chanteur en plus d'être acteur, vu que c'est lui qui double Aladdin dans le téléfilm. Dans le film. Le très beau film de Walt Disney. Moi, j'adore Aladdin. Voilà. Et là, Et puis, attention, on voit arriver Karen, qui s'est fait attaquer tout à l'heure devant la maison de Jonathan, à qui il avait signé un autographe. Karen avec un K. Donc on arrive chez Jonathan, on est définitivement pas dans la subtilité, hein, tout est énorme, tout est visible à des kilomètres, on en fait des caisses pour bien nous faire Les comprendre flics, les choses. c'est bon, je gère. Voilà, il y a le flic et voilà. Ça y est, on se casse. On est dans la grosse blague, hein. Et Jonathan, c'est marrant qu'il découvre le dessin de Karen, il lâche un O, et là c'est marrant parce que son O, il est plus du tout en mode sérieux comme avant, et il nous rappelle le O il y a un problème là. du loser qu'il était avant dans les saisons 2 et 3, tu vois. Donc on comprend tout de suite qu'il cache quelque chose parce qu'en plus il fait semblant de, enfin il joue mal exprès. Et le plan, vous allez voir qu'après il y a un plan sur Buffy qui nous montre que elle, quand Jonathan perd de la confiance, il y a un transvasement et c'est Buffy qui regagne de la confiance en elle et qui du coup va essayer de mener son enquête, tout ça. Et ça se joue aussi le basculement, excuse-moi, au niveau de la musique à ce moment-là. Hein, Exactement, ouais. On n'a pas parlé beaucoup du thème James Bondien, et là on voit que le thème spécial Jonathan se mélange à des accents Buffyesques. Donc on a un moment de bascule qui se joue aussi au niveau de la phrase mélodique qui accompagne la séquence. Carrément, donc là Jonathan essaye de les endormir, non, tout va bien, tout ça. Mais Buffy doute, et voilà, la scène se termine sur elle avec les trompettes à la James Bond là. À partir de là, elle va se poser des questions. Et là elle reprend un peu le pouvoir. C'est vraiment le basculement, cette scène, il se passe quelque chose dans la tête de Buffy. Et qui est, comme tu le dis Carole, bien amené par la musique. Donc la bibliothèque, on est dans une bibliothèque, hein, un bibliothécaire qui vient de se faire tuer. Et Adam est là. Et Adam, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « I'm aware ». Alors voilà, comme tous les bons français de ma génération, « I'm aware », bon, moi c'est Jean-Claude. Bah, c'est Jean-Claude. Donc, qui d'autre ? Donc voilà, « I'm aware », ça veut dire « je suis aware », je comprends, je suis à l'attention de savoir que j'existe, hein, comme dirait Jean-Claude. Et c'est exactement ce qui se passe dans la tête d'Adam. Lui, il a tout compris. Ça, c'est un des plus génériques quand il rentre dans une limousine. Ouais, voilà. Et donc, le vampire avec qui discute Adam, lui, il est à la masse. Il est aussi ensorcelé par le sort de Jonathan. Mais voilà. Adam, comme Jean-Claude Van Damme, est aware. Et lui, il a compris Adam, qui a un costume incroyable. Donc, c'était. Il est vraiment raté son maquillage. On va mélanger Terminator et Frankenstein. Allez. Et puis ça fait ça. Donc vous aimez pas le costume de Adam apparemment. Non, pas des masses. Il est raté comme méchant quand même. C'est un des plus kitsch de la série. C'est un peu pas le meilleur. Tout à fait. C'est pas le meilleur. Mais bon. Mais même Joss le sait vu qu'il meurt dans l'avant-dernier épisode. Même pas dans le dernier. Il tu crois que c'est parce que ouais voilà. C'était tellement nul. On lui enlève en fait finalement on va le tuer droit. Juste avant la fin. Ouais, c'est pas. Enfin, c'était surtout ce qui symbolisait qui était intéressant dans ce personnage. Ouais. Mais oui, non, mais en plus, c'est des trucs bien. Parce que. Son rapport avec la comment elle s'appelle ? L'initiative. L'initiative, ouais. Maggie Watch. Non, mais je sais pas, c'est son rapport, il est violent. Là, surtout, il symbolisait l'éloignement des amis à la sortie du lycée. Il essaye d'ailleurs de les séparer par l'entremise de Spike. Et c'est la réunion des amis entre eux pour créer la super Buffy qui le fait tuer. Donc c'est tout ce qui symbolise ce personnage qui est intéressant. Effectivement, plastiquement, et il est pas très réussi. Donc là, on a un fondu enchaîné de très mauvais goût sur Jonathan, le héros solitaire, et l'apparition de deux blondes sexy. Hey, salut. Des jumelles. Bonsoir. Le fantasme encore geek de Jonathan, quoi. Mais on a eu un que petit geek. débat Pardon. sur ces c'est jumelles. intéressant, ces jumelles. Ouais, c'est des blondes. Alors pour moi, c'est des alors, blondes un peu Buffyesques. Et voilà. pourquoi pas, vu que il a toujours. Jonathan a une admiration particulière, une fascination pour Buffy. Peut-être Il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là. On en C'est vrai reparlera. que c'est peut-être pas par hasard. On en reparlera éventuellement. Alors qu'on a vu son tatouage, enfin sa cicatrice. Ouais, ce symbole qui prouve qu'il y a un truc bizarre. Qui prouve qu'il y a un truc bizarre. Qui Il nous a cache un- quelque chose. Là aussi, on bascule. Extérieur fac. Donc là, Buffy, Willow et Tara qui sont en train de discuter. Il se passe des choses intéressantes. Ils sont en train surtout de parler d'événements qui se sont déroulés Dans des épisodes avant. Ouais, dans la série. Alors là, c'est quelque chose d'intéressant parce que on voit que Buffy, c'est une série qui a de la mémoire.
ce qui arrive dans certaines séries de cette époque-là, mais qui est quand même assez rare. Dans Buffy, on revient souvent sur des épisodes passés, des événements qui ont traumatisé les personnages, qui les ont marqués, et on insiste dessus. Alors là, on voit que justement, cette mémoire, elle est aussi altérée, puisque Willow fait remarquer à Buffy que Jonathan lui avait remis... Que Buffy avait remis à Jonathan une récompense, la récompense de Class Protector, alors qu'en fait c'est cette récompense que Jonathan avait remise à Buffy. Parce qu'il y a quand même des séries où ils se servent des souvenirs des personnages. Enfin, dans les séries feuilletonnantes, on se souvient. Je pensais à X-Files, mais c'est vrai que tu disais pas forcément, mais... Ouais, mais là, ils se souviennent des choses et ils en parlent, les personnages eux-mêmes qui en reparlent entre eux, en fait. Tu vois, comme si ça l'avait, comme dit Carole, ça les avait marqués, ça les avait traumatisés. Dans Buffy, les personnages insistent beaucoup sur leur expérience et ravivent notre propre mémoire en permanence. Bon, là, par ça contre, joue sur le côté fan aussi qui fait que Tara est en train de se faire agresser par un monstre. Nous, on sait que ça, en tant que fan, un monstre génial. La réalité est altérée avec Jonathan. Et hop, elle Buffy balance joue de la beaucoup farine. sur la connivence en général, et en particulier dans cet épisode, on joue beaucoup sur la connivence avec le spectateur. Là, on a une scène d'attaque qui nous rappelle un peu ce qu'on a déjà vu dans plein d'autres épisodes, en particulier dans Hush, où Tara se faisait aussi attaquer de cette façon-là. Mais Tara s'est sauvée du monstre en lui balançant de la farine, vous a dit. Heureusement, c'était de la magie. Mais ça marche toujours. De farine. Ça marche toujours. Ah, c'est là que je voulais lancer un petit sondage. Ah, encore un sondage, oui, parce que le premier était pas terrible. Un vrai sondage, parce qu'on s'est demandé si c'était pas un peu bizarre ton premier. C'était une blague en fait. C'était une grosse blague. Allez. Ce soir, évidemment, on va parler de Jonathan. C'est un épisode sur Jonathan. Alors que pensez-vous que Wonder Jonathan aurait pu avoir un spin-off au même titre que Angel, alias le mec qui joue toujours de la même façon. Il mérite carrément, Jonathan. Il est aussi fort que Buffy. Non, mais c'est quoi ton vrai sondage, Riley? Où tu veux en venir? Parce que celui-là, il est facile. Parce qu'il est génial, Jonathan. Non mais c'est un personnage secondaire, Jonathan, et tu comprends pas ou pas? Mais là on rigole depuis tout à l'heure. Le premier épisode de la série, il est vachement important, il est génial en plus. Oui. Il tue Darla. Non mais il était pas là au début, il arrive au milieu de saison 2 et c'est un figurant. Enfin, t'as compris l'épisode, t'as compris la série ou pas? Comment ça? Bah oui, non mais Riley, on se demande vraiment si t'as compris le truc. Parce que là, il est nul mon sondage. Oh tu m'énerves, priorité au direct. Mais non mais chambre de Tara, on a même passé la chambre de Tara. Et là, on voit Buffy avec une magnifique veste léopard. On n'a pas encore parlé des costumes. Parlons des costumes. Alors là, c'est quand même. Alors, je voulais en parler parce que c'est quand même de très mauvais goût. Et les affiches derrière, moi, ça me faisait penser à, tu sais, Obey derrière. Il y a une dictature de Jonathan Big Brother. Qui arrive, tu vois, officieusement, parce qu'en plus c'est flou, c'est dans l'arrière-plan. Et là, j'adore ce rapport. Super, vas-y, rentre. Je suis super contente de te voir. C'est assez rare qu'on voit Anya et Buffy ensemble. Donc on voit la gêne, elles n'ont pas l'habitude en fait. Ça crédibilise complètement parce que si elle rencontrerait, elle serait gênée tout pareil quoi. Enfin, elle serait. Des affiches de Jonathan partout. Bien sûr. Alors là, je vais attirer votre attention aussi, parce que j'aime bien noter les faux raccords à l'épreuve de montage. Comics Jonathan, on en parlera tout à l'heure. Là, va y avoir le fait, regardez bien le livre que lit Anya, et vous allez voir qu'à un moment donné, on verra clairement qu'il n'y a rien d'imprimé sur ce livre, et dans le plan juste après, on verra qu'il est imprimé. Donc, en fait, il y a deux erreurs, quoi. Il y a une erreur d'avoir mis un livre sans rien d'écrit dessus, et derrière, il y a un faux raccord parce que juste après, on voit qu'il y a des choses écrites dessus. Mais comment c'est un détail. Un livre, c'est quand même pas compliqué à trouver. Jonathan, regarde, il y a rien dedans. Là, il y a rien du tout. Voilà. On apprend que Jonathan a inventé Internet. Ouais. Et là, voilà, et là, Buffy là, et il y a des trucs décrits. Il avait oublié. C'est un détail, mais bon. C'est un gros faux raccord donc. Il faudra virer l'accessoiriste. Hein. On est d'accord. Alors là, une réplique importante de Buffy qui nous dit qu'elle est la tueuse et que c'est supposé signifier quelque chose. Et c'est important parce que c'est dans cette saison que Buffy commence vraiment à s'interroger sur ce que ça signifie que d'être une tueuse. Il lui faut vraiment comprendre la source de son pouvoir, toutes ses implications, et c'est une des premières fois où elle se pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment qu'être une tueuse? Donc on est dans un épisode très particulier, très décalé, mais qui est important parce que on voit émerger vraiment des thématiques importantes, des questionnements forts qui vont courir après sur tout le reste de la saison jusqu'à la fin de la saison 7. Être l'élu, être the chosen one, à un moment donné, ça implique de faire partie d'une lignée, et cette question-là commence à se poser, et elle va courir sur toute cette saison jusqu'au dernier épisode. Carrément, Restless. Restless. Qui conclut cette saison de façon assez magistrale. Les questionnements viendra plus loin après dans la saison 5, elle voudra pousser le truc, savoir où est-ce qu'elle vient et tout. Mais cette scène est très très marrante entre Anya et Buffy, et d'ailleurs Jen aussi en parle dans les commentaires audio.
Elle dit qu'elle a été contente d'écrire une dizaine entre ces deux-là. On a dit qu'on parlait pas des commentaires audio. Alors il y a eu débat, voilà. Parlons-en. On a 2 minutes là. Non, ça plus de minutes, c'est reparti. Direct. Bon, bah, on en parle pas. Mais oui, voilà, on savait pas trop si on devait vous parler des vrais commentaires audio qui existent ou pas. On se dit qu'on en parle un peu, comme ça. Si vous devez écouter qu'un seul commentaire audio, bah vous nous écouterez nous et. Allez, voilà. Et vous mettez aurez 5 aussi étoiles. les infos de Jen en nous écoutant. J'en profite vite fait pour vous faire un petit sondage. Ah putain, bon, enfin, on va avoir le vrai sondage. Ah oui, Ah, alors, bah, je suis venu que carrément. pour ça, moi. Alors, est-ce que vous préférez Jonathan est-ce que vous préférez dans Matrix, dans Fight Club, Jonathan dans Les Affranchis ou dans Danse avec les loups? De quoi? Jonathan. Il a pas joué dans ces films. Comment ça? Putain, Il est Riley. génial dans Danse avec les loups là, quand Non il mais quand il tourne autour du feu. mais là. Jonathan, non, mais il est attends. pas réel, c'est un C'est un personnage. épisode, c'est de la C'est fiction. pas une vraie personne. C'est Comment fictionnel. ça? Mais si il fait un podcast, son podcast, c'est l'apéro de Jonathan. S'il n'existait pas, L'apéro du Jonathan. s'il n'existait pas ce podcast, on n'aurait pas fait une autre. Les mecs, vous m'aviez pas dit que je plongeais dans la 4ème dimension ce soir? Non mais je crois qu'on a perdu Riley là, il dit Pas n'importe du quoi. hein. tout. Riley, je crois qu'il est temps d'aller en Bretagne et d'arrêter les podcasts un peu. C'est dans l'épisode que Jonathan a bon. vampirisé la tête de tout le monde, c'est pas ici. D'accord. Bon, C'est pas peut-être dans la je vais arrêter réalité. le sondage. C'est pas dans la réalité. Hein. Ah d'accord. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Puisque cet épisode nous montre que, a priori, comme dans la vie, hein, voilà, sur les esprits faibles, avec de l'assurance, on peut faire croire n'importe quoi aux gens et surtout, on peut leur faire n'importe quoi. Hein, voilà. Mais c'est important de le souligner. Non mais Parce que c'est vrai. quand personne vient vous contredire, il suffit d'avoir de l'assurance et, Et de dire voilà, c'est et ça. du coup ça passe. Et là, bim. Et voilà. Et ben non, c'est Riley, pas il a le cas. tout compris. Voilà. Pour une fois, Riley sert à quelque chose, je dois l'avouer, ça me fait mal, mais. Et pourtant, il n'est pas torse nu. Et là, il aurait pu se mettre torse nu pour annoncer qu'il fallait faire confiance en Buffy quand même. C'est là, il a tout compris. Juste avant de le dire. Non, mais il sait que c'est la vraie héroïne de la série. Et oui, oui, il faut il lui nous faire ramène. confiance. Et Ouais. c'est pas ce nain de Jonathan. Et c'est encore mieux que ça. Il ne sait pas que c'est la vraie héroïne, mais par amour pour Il le Buffy. fait, mais bien sûr. Il va contre ses croyances, parce que oui, lui aussi pense que Jonathan est génial, mais il dit non, par amour, je crois à ma meuf. Et c'est ça, c'est une plus belle preuve d'amour que ça. Et cet épisode justifie la présence de Riley sur toute la saison, puisque sans lui, on restait bloqué dans l'univers de Superstar. Riley, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je pense que Riley aurait dû rester plus longtemps dans la série. Bon, ça c'est un autre débat. Mais ce qui est génial, c'est que on en parlera peut-être plus à la fin, mais Riley, c'est un perso hyper important quand même. C'est le seul petit copain de Buffy humain. Oui, mais qui nous montre justement qu'elle ne peut pas. Parce qu'elle a au final une relation normale. Non, mais nous, en tant que spectateurs, on peut s'identifier plus à Riley qu'à Angel ou à Spike qui sont un peu irréels. Quoi. Bah, toi, oui, mais moi, non. Je peux pas m'identifier à Riley. Le mec, il est carré, il est sportif et tout. Non, mais dans le sens où c'est juste un mec normal. Quoi. normal, et puis il est un peu nul avec il est Buffy, humain, il prend les mauvaises décisions. Et pourtant, c'était son seul choix. Enfin, on en parlera une autre fois, ça. Parce que c'est vrai que c'est intéressant. Il faut parler de Riley. Il faudra faire un podcast C'était spécial. sa seule opportunité d'avoir une vie normale. Oui, et justement, et ça nous montre que ça ne marche pas. Buffy ne peut pas aller avec des mecs normaux. C'est voué à l'échec. C'est con. Avec les mecs pas normaux aussi. Oui. C'est une autre histoire. Donc là, le Scooby Gang a compris que quelque chose était anormal. Bah oui. Et malheureusement, Et qu'est-ce qu'ils font? Jonathan arrive à ce moment-là. Ils le disent à Jonathan parce que forcément Jonathan est génial. Donc, Ouais, mais ils sont gênés. Regarde, Buffy, elle fait ouais, salut, t'es là. Alors qu'on te soupçonne. Oui, mais pas de problème. J'encaisse. Et il va faire pareil avec son assurance légendaire. Il va leur faire gober n'importe quoi. Il va leur dire oui, il y a un problème, mais je vais vous expliquer. C'est vrai que là, il joue. Je vais vous expliquer, mais en fait, il dévie le problème en fait. Il est malin ce Jonathan, hein, il est très très malin. Et la force du personnage charismatique, c'est de mettre en valeur les autres aussi, puisqu'il dit Buffy a raison, sa première phrase. Exactement. Alors qu'ils la prennent tous pour une dinde à ce moment-là. Donc tous les gens qui dinde, carrément. Tous les gens qui vont vous dire oui tu as raison, faut se méfier. Tu as raison Carole. Oula. Faut se méfier. Je ne sais pas si je reviendrai. Alexander a parlé de Kryptonite vite fait pour montrer encore plus, souligner que Jonathan est un super héros. Ouais, Alexander on l'a pas trop vu, et on verra. Il est fou amoureux de Jonathan. C'est le plus fan en fait, c'est le plus fan de tous de Jonathan. Parce que dans son appart il y avait plein de photos découpées en plus, c'est-à-dire qu'il adore ça quoi. Il a toute la collection de cartes et tout, c'est un fou là. Et là Buffy contredit le sacro-saint Jonathan pour la première fois. Oui. Et du coup ça montre qu'elle a définitivement pris ses marques en tant que Elle a eu tueuse. de plus en plus depuis ce fameux moment où elle a douté dans le bureau de Jonathan, elle ne va cesser de Elle doute de plus en plus quoi. Ouais. de douter, voilà, et de prendre de l'assurance par rapport à Jonathan.
Et là, elle lui dit clairement ce qu'elle y pense. Et là même, donc là, on est dans la séquence avec Spike. Et elle va aller encore plus loin. C'est parce que Jonathan va dire non, c'est bon, on a tout fait avec Spike. Et elle va y retourner. Elle va le contrer. Ce que dit. Et c'est intéressant que ce soit justement avec Spike que Buffy redevienne combative, redevienne cynique, sarcastique, puisqu'on voyait plutôt qu'elle faisait des blagues complètement pourries qui tombaient à plat. Et c'est face au personnage électrique de Spike. Électrique, carrément. Électrique, il y a de l'électricité tout le temps entre Spike et Buffy. Je pense que les choses sont assez claires. Est-il besoin de le préciser ? J'ai révélé ma vraie nature. Et donc voilà, c'est grâce à Spike qu'elle reprend du poil de la bête et qu'elle redevient piquante. Merci Spike. Et ouais, il a vraiment de l'utilité aussi, lui. Deux fois au même endroit. Elle a toujours cette veste. Et voilà, c'est ça. Ouais, bim. Jonathan dit oh, c'est bon, on a fini. Et bim. Elle se laisse pas faire. Elle y va. Et là, on retrouve la vraie Buffy là. Elle interroge le type. Petit à petit, ouais. Elle impressionne Spike. Elle lui fait peur. Voilà. Là, on retrouve la vraie Buffy. Ça fait plaisir. Même si elle a un blouson en panthère, je sais pas quoi là. Ouais, c'est un vêtement assez kitsch qui fait très première saison, qui nous ramène à une autre époque de Buffy, un peu révolue, le côté un peu innocent, enfantin de Buffy qui s'habillait n'importe comment. Donc, du coup, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard en fait ce choix de costume. Tu penses Jonathan, il voit Buffy comme ça ? Ah bah on peut possible, oui. penser ça. C'est la Buffy du lycée. Oui, mais les costumes sont le miroir de la personnalité. Donc là, dans ce monde où elle est moins sûre d'elle, eh ben elle essaye de contrebalancer ce manque d'assurance par des vêtements. Par un truc en léopard. Ah oui, je suis une panthère. Scène de recherche où Riley est là, c'est cool. Alors oui, on est chez Riley est important dans cet épisode. Je dois avouer que c'est assez rare qu'on voit Riley faire de la recherche. Donc maintenant, on sait que Riley sait lire. Surtout, il fait partie du Scooby-Doo. Et puis il est impliqué, il est complètement impliqué dans l'équipe. C'est vrai que oui, on ne voyait pas forcément les traits. Ouais, puis même il a un doctorat en psychologie. Vous racontez quoi sur Riley là ? Non mais je m'insurge. Non mais ça c'était un coup monté de Maggie Walsh ce doctorat. Il a pas vrai, Maggie Walsh a falsifié les diplômes de Riley. C'est faux. Je pense pas. Il donne des cours de psychologie à Harvard maintenant, Riley. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est scandaleux. Donc bref, il fait partie de Scooby-Doo, il fait des recherches avec tout le monde, c'est génial. Et là, quand Sander, c'est marrant, il demande au livre de s'enflammer et bim, il s'enflamme. Et c'est clair, il ne faut pas prendre les mots à la légère dans cet épisode. Jonathan nous dit qu'il est incroyable et forcément c'est la réalité. Alors que non, faut aller voir un peu plus loin. Du coup, ça va un peu plus loin que le gag débile de base. Ça veut dire quelque chose, voilà. des flammes. Et d'ailleurs, voilà, pour encore dire des choses qu'il y a dans les commentaires audio que vous n'avez pas besoin d'écouter. Bien sûr que non, bien sûr que non. N'en parlons pas. Janice Spencer dit qu'elle avait écrit ça, le coup des flammes, dans le livre, en se disant ça sera viré parce qu'ils pourront pas le faire, et que les accessoiristes l'ont fait, donc elle était super contente que ça soit arrêté. Et puis Xander qui fait une connerie, c'est toujours marrant. Voilà. Il y avait un sous-texte sexuel aussi dans cette scène dont on n'a pas parlé. Hein. On a loupé le sort d'augmentation. Non, mais on en parle. C'était quand même la réplique qui était à nouveau dans la bouche de Willow. Carole donc ça, voilà, à nouveau c'est Willow qui parle de sexe et qui fait presque une grosse bourde en utilisant ce terme-là. Mm-hmm. Donc on a une réplique juste énorme, si je peux me permettre, de la part de Willow dans cette séquence. Effectivement. Il y avait une réplique sympa aussi de Xander qui inclut Riley dans le Scooby Gang en il va disant, la pousser. That happened a lot sur le sort. Comme si pour prévenir Riley, bon bah voilà, maintenant tu fais partie du groupe, tu vas voir que ça arrive souvent qu'il les sort. Il y a des contre-coups. Quoi. Donc là on est arrivé à la fin de l'acte 3 et début de l'acte 4. Donc Buffy en danger et Jonathan en danger dans la grotte. Et pendant ce temps-là, chez Giles toujours, ça se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on doit réagir ? Tout ça. Voilà. Oui, Jonathan, c'est le centre de leur univers. Et surtout, celui qui est le plus bouleversé par cette nouvelle, c'est Xander, qui n'arrive pas à imaginer un monde sans Jonathan. C'est comme un monde sans lumière, un monde sans joie. Il est terrifié. Et c'est intéressant parce que Xander, c'est toujours celui qui est le plus sous l'emprise des sorts, sous l'emprise de personnages maléfiques depuis la première saison, avec Inca Mummy, avec plein d'autres créatures. Il est très vite manipulable. Avec on verra encore il y a même montre religieuse ou en début de saison 5 avec Dracula. Donc c'est un être... C'est tout le temps lui qui se fait avoir. Ouais. C'est une marionnette. Le crédible. Donc là, grotte, baston incroyable. Jonathan qui fait lui-même ses voilà, cascades. enfin incroyable. Jonathan est génial. Hein. Bah, il a joué dans Matrix. Forcément.
Ce Là, il monstre est tient quand le monstre comme ça, ouais, il est fort. Et là, donc, cette séquence c'est très intéressant. Vous allez voir que donc Mais il dit à Buffy comment tuer le monstre quand même. Hein. Ouais, et il puis, est gentil. Ce système de balancier dont on vous a parlé pendant tout l'épisode, plus Jonathan perd de la puissance, plus Buffy en gagne, et inversement, se traduit aussi dans la bagarre. Parce Buffy elle le démonte le monstre. Plus de Buffy démonte le monstre. Plus Jonathan perd de sa superbe et du coup se cache. Et dès que le monstre défonce un peu plus Buffy, Jonathan regagne de l'assurance, tout ça. Donc elle est très marrante cette scène parce que la musique aussi renchérit dans cette optique. C'est une scène de combat et à la fois c'est très burlesque. C'est dans les moments burlesques que Danny Strong qui interprète Jonathan est toujours le plus efficace. Puis soyons d'accord, une scène de baston géniale. C'est toujours les meilleures scènes de Buffy de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on regarde Buffy, c'est pour la baston. Le démon est tué, regardez. Détail important. Les affiches changent, le monde redevient normal. Et d'ailleurs sur une affiche, on peut lire une publicité pour le sunnydaletimes.com. Et alors, c'est un site qui existe vraiment ? C'est une adresse web qui existe vraiment. Donc je vous encourage à aller sur sunnydaletimes.com. Alors c'est juste une page, mais c'est très rigolo parce que c'est une page avec des articles de journaux. Donc qui donne les exploits de Jonathan et tout ça, c'est très très rigolo à lire. Et c'est très rapide à lire. Et il y a même un lien vers la sex chart de Buffy. Donc c'est un diagramme complètement fou qui résume toutes les relations entre les différents personnages de Buffy. C'est du très très bon journalisme. Je pensais que c'était Lost qui avait inventé les sites internet pour les séries télé, mais les vrais sites internet quoi. En fait, c'était dans Buffy. Ouais. Parce que pour Lost, ils ont fait la même chose. La compagnie d'avion avait un vrai site. Ils ont fait tout un jeu. Dans Matrix, ils ont fait pareil. Mais Buffy a toujours été à la pointe de la modernité. Exactement. Aussi, quand Barney Stinson met son blog existe vraiment. Barney aussi. Attends, je vais juste revenir sur le direct parce qu'il avait une posture tout à fait pathétique, le pauvre Jonathan. Il avec son pull jaune et il est là tout nul. Et voilà, alors que bon bah. C'est ce que dit aussi Jen dans les commentaires. Les jumelles ont déménagé. Et elle dit c'est fou à quel point un costume peut changer un personnage. Parce que là, Danny Strong, aussi un peu dans son jeu, dans sa posture. Oui. Mais bien évidemment, juste en changeant de costume, il apparaît tout ridicule. On a eu exactement les mêmes valeurs de chant contre chant quelques scènes plus tôt dans l'appartement de Giles. Et là, on voit qu'avec un changement de coiffure, de costume et d'une posture, le personnage a une ampleur complètement différente, alors qu'il paraissait magnifique de séquences plus tôt. Là, l'énergie est complètement inversée. C'est bien fait. Il redevient Jonathan. Est-ce que ça vient du jeu d'acteur ou du réalisateur ou de la mise en scène Des deux, moi pour le coup. C'est une alchimie. Et bien dit, oui. Et malgré tout, dans cette scène, Jonathan continue à dire des choses capitales à Buffy qui sont importantes pour la trajectoire qu'elle va suivre dans le reste de la saison. Il commence à les oublier. Il commence à les oublier, mais il reste pertinent. Et moi j'aime bien aussi que Sander dans cette séquence-là, qu'on a vu juste un peu avant, qui est donc le personnage, on l'a dit, le plus crédule de la bande, qui se fait avoir à chaque fois, et qui représente tous ceux qui ont besoin de croire en quelque chose pour être heureux. Et du coup, il regrette ce faux monde dans lequel il était berné, mais où il était heureux et il se sentait en sécurité. Et c'est ça aussi dans Buffy, souvent la morale, c'est que la vérité, la réalité, c'est dur, c'est triste, c'est sale, c'est dangereux, mais on n'y peut rien. Si on veut être dans le vrai, on doit en passer par là. Tout ce qui est à chaque fois... et ça c'est dur. Tout ce qui est bien ne dure pas très longtemps et c'est souvent faux. Et la dernière réplique de Jonathan valide ça. Il dit « What you have is very complicated, but it's worth it ». Traduction instantanée. S'il te plaît. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça vaut le coup, donc voilà, il dit que Buffy c'est la vie. Alors, attention, donc scène de fin, chambre Riley, je crois qu'il va se passer des trucs cochons. Pas du tout, malheureusement, j'étais là et non. C'est pas intéressant dans cette scène, mais c'est intéressant pour la suite, puisque là on voit qu'il va se passer des choses assez charnelles entre Buffy et Riley, et c'est à peu près tout ce qu'ils savent faire de bien tous les deux. On voit dans cette scène, ils ont beaucoup de mal à communiquer. Ils le font bien. Leur relation commençait comme ça dans Hush, ils commençaient par ne pas réussir à se parler. Et Riley, c'est un peu le toy boy absolu, c'est ça qui fait bien, c'est à ça qu'il sert. Et voilà, et l'épisode suivant, justement, mettra la sexualité de Buffy et Riley au centre de l'épisode, puisqu'ils passent leur temps à faire l'amour dans une chambre et leur énergie réveille des poltergeists dans la maison de la fraternité. Et ça, scénaristiquement, c'est bien vu. Buffy s'en fout, la dernière réplique de l'épisode est géniale, où c'est Jonathan, elle dit Jonathan en embrassant, que ça prouve que c'est un toy boy, et ça fait le lien avec tout l'épisode, c'est...
Ouais, et Bien non, vu, très bien voilà, ce que disait Carole, c'est que cette dernière scène fait le lien avec l'épisode suivant. Et ça, c'est pas souvent qu'on a ça dans le film, donc c'est cool. Cet épisode est assez génial. Carrément. Et bah ouais, Tout à fait. fin de l'épisode, générique fin là. C'est passé très vite. Hein. C'est passé très très vite, comme à chaque fois qu'on a un bon épisode. Donc conclusion, j'ai envie de dire conclusion. Est-ce qu'on a un jingle conclusion? Il n'y a pas de jingle conclusion. Bon, Riley, faudra nous faire ça. Donc moi je vais vous faire une petite conclusion. Je trouve que c'est quand même malheureux. Hein, c'est mon coup de gueule. Oh merde. Je trouve ça très malheureux qu'il faille attendre la fin de saison pour avoir un épisode, et surtout la fin de saison et un épisode parodique. Il faut attendre tout ça pour avoir un épisode très très cool. Parce que oui, la saison 4, on va parler de la saison 4. On va en profiter pour parler de la saison 4. C'est un épisode qui est drôle, c'est mignon, la relation Riley-Buffy est traitée de manière un peu niaise. Pas du tout, je t'interdis de dire ça. mais au moins le traitement se libère de tout ce qui l'entoure d'habitude, parce qu'à chaque fois qu'on parle de Riley et de Buffy dans les épisodes précédents, ça parle de destinée, de devoir, de secrets, beaucoup de secrets, tout ça. Et là, on n'est plus du tout là-dedans, là on est cash, grâce, entre autres, par l'intervention de Jonathan. Et donc, tout ce qui... J'arrive pas à me relire, je suis désolé, j'ai écrit très très mal. Tout ce qui fait que ça se tourne... J'ai écrit une très mauvaise phrase. Bon bref, on est dans le concret. Et grâce, en étant dans le concret, en étant directement dans les choses, à l'essentiel, on arrive à aller au-delà de l'histoire Face. Et donc à surmonter cette histoire. Et ça c'est bien pour eux. Et ça c'est bien. Et Jen nous dit aussi, Jen Despenson, donc c'est notre amie maintenant, on la cite dans le podcast. Elle nous dit aussi que c'était une idée intéressante que le couple Riley-Buffy avait besoin de cette situation, d'une situation exceptionnelle pour se sortir de ce faux pas en fait. Mm-hmm. Dans une situation normale, peut-être ça aurait été compliqué. Là, grâce à cette situation exceptionnelle, ils vont s'en sortir. Et donc du coup, ça valide l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure, que Riley-Buffy est un couple qui ne peut fonctionner. C'est énervant ces bruits de Riley. Le couple Riley-Buffy ne peut fonctionner que dans les situations hors du commun. Dans le train-train quotidien, j'ai envie de dire, ça ne peut pas fonctionner. Il s'ennuie. Buffy ne peut que s'ennuyer, et c'est ce qui finira par arriver. Il faut que Riley perd ses pouvoirs en quelque sorte. Maintenant que la vérité sur l'initiative est révélée, il prend plus ses produits. Voilà, et il est un peu ridicule dans cet épisode, même si c'est lui qui trouve quelque chose à la fin. Qu'elle le veuille ou non, Buffy a besoin de gens exceptionnels autour d'elle, et Riley n'en fait pas partie. Donc voilà, ça peut nous donner éventuellement des indices. Après, peut-être qu'en parler, c'est peut-être un peu prématuré, c'est peut-être une histoire un peu fraîche dans ton esprit, peut-être qu'on peut éviter. Non, parce que 2000, je m'en suis remis en fait. Ça va remis de la cassure avec. Ouais, bah oui, j'ai joué dans plein de bonnes séries après. Donc, y a pas de souci. T'es quand même marié maintenant avec la meuf de Banshee qui est juste incroyable. Quoi, je suis marié avec la meuf de Banshee? Laquelle? Mais Riley, regarde ton IMDb. Il y a pas de meuf dans Banshee. Bah la seule, la copine de la meuf, sa femme. C'est la femme de Riley dans la série, dans Buffy. Ah. On vous parlera de Banshee très prochainement. Ah mais oui, exact. Et voilà. Ah oui, c'est la même actrice dans Buffy. C'est Madame Finn, la meuf de Banshee. Banshee, très bonne série. Mais bon, on s'éloigne. Conclusion du sujet. Ah, mais c'est vrai. Carole, tu avais une conclusion. Ah oui, je voulais quand même revenir sur le fait que cette saison 4, comme tu disais tout à l'heure, c'est une saison qui est pas forcément beaucoup aimée par les fans de Buffy. C'est une saison qui paraît quand même qui est plus faible, qui est plus fragile, qui divise. Et jusqu'à présent, je m'étais toujours dit que c'était un peu le faux pas dans Buffy cette saison 4, que genre on l'a regardé, on a presque honte de l'avoir regardé. Mais on a passé le cap, on a continué. On peut lâcher. Des bons épisodes quand même. Il y en a même qui avait lâché en saison 4. Il paraît, c'est arrivé. C'est arrivé. Et puis voilà, quand des gens qui n'aiment pas Buffy nous parlent de la série, ils nous parlent de cette saison, c'est plus difficile d'argumenter. On est un peu désarmé, c'est un peu notre kryptonite. C'est nickel. C'est un peu notre kryptonite cette saison 4. Et en fait, là c'est là où je voulais vous remercier, c'est qu'en fait le fait de préparer le podcast, ça m'a amené à réfléchir complètement sur toute cette saison 4 que j'ai revue dans son intégralité, et j'ai eu une épiphanie en fait. Carrément. Comme j'ai ici dans la chanson. Et je me suis dit qu'en fait cette saison 4 on pouvait la considérer complètement comme une saison de transition, et considérer qu'en fait dans la série Buffy contre les vampires il y aurait vraiment deux grandes époques. Les saisons 1 à 3 ce serait le temps de l'innocence, le temps de l'apprentissage, c'est le temps du parcours initiatique de la tueuse et du Scooby Gang, et après on a une deuxième époque avec les saisons 5 à 7
Plus adulte. Qui serait le temps de l'âge adulte, de la maturité, l'apprentissage des responsabilités, et puis l'exploration aussi des limites de sa propre humanité pour chaque personnage. Pour Buffy, qui va arriver quand même pas mal de choses assez incroyables. Pour Willow avec la sorcellerie, l'addiction à la sorcellerie. C'est vrai aussi pour Spike, qui va s'interroger justement avec la puce qu'il va avoir dans la tête sur la perspective de peut-être travailler sur son humanité. Donc on a cette grande... Et les saisons 5 à 7, on plonge vraiment avec Buffy complètement dans la noirceur progressive. Et donc cette saison 4, en fait, qui est un peu légère, décalée, loufoque, et ben on en a besoin pour nous préparer à ce qui va se passer après, pour passer le cap, nous aussi. Comme quand on va à la fac finalement, et que c'est des années de transition avant la vraie vie. Puis cette saison 4, c'est un peu l'année... C'est une année sabbatique, un peu, c'est une année de césure. On fait un peu de la merde quand on est à la fac, mais on en a besoin pour... S'il vous plaît, ne dites pas ça à mes étudiants, merci. Non, mais c'est avant de passer à l'âge adulte, on est étudiant, on va à la fac, et du coup c'est... Et on est en transition. Et parfois il y a une année un petit peu où on fait un peu plus... Voilà, où c'est un peu l'année Erasmus, en fait, c'est ça. Et donc là, cette saison 4, c'est cette saison de transition. Et puis, on nous prépare surtout à un changement majeur qui va se passer au début de la saison 5. Donc, j'en parle parce que vous en avez déjà parlé pour d'autres épisodes de la saison 5 que vous avez abordés. On a spoilé un peu les gens. C'est l'arrivée de Dawn, quand même, qui est quand même... Pas un retournement, mais vraiment un choc scénaristique hyper intense. Ouais. Moi, à chaque fois que je revois le début de la saison 5, j'ai toujours du mal, j'arrive jamais je mets un petit moment à m'en remettre à chaque fois, même si je sais ce qui va se passer. Et donc voilà, cette saison 4, elle est étrange, elle est bizarre, elle est loufoque, elle a plein de ventre mou. Ça arrive à la fin du premier épisode, Buffy contre Dracula, l'arrivée de Dawn. Et pour nous préparer à ça, il fallait des choses complètement loufoques avant. Et Superstar, c'est vraiment le noyau dur de cette saison 4 pour moi, où on pousse vraiment les curseurs au maximum sur l'aspect complètement déjanté de cette saison. Non, mais c'était bien de remettre l'épisode dans ce contexte de saison 4 et surtout de reparler de la saison 4 dans l'œuvre Buffy. C'est vrai que il n'y a pas que du mauvais dans cette saison. On a tout dit sur cet épisode Superstar. Des choses à rajouter. Il y a un petit parallèle avec Matrix quand même, je trouve, qui infuse un peu le truc. On t'a dit il ne joue pas dans Matrix. Quand même, il offre une prestation quand même assez incroyable. C'est au niveau des chorégraphies, au niveau du jeu d'acteur, et surtout la mono-expression. Tu sais, je suis l'élu. Voilà, il est très fort, il est très fort. Alors sans plus attendre, nous allons passer tout de suite à la rubrique de l'invité. Jingle. What are you doing? My boyfriend. Go away. Psychologically, this is fascinating. Doesn't it make everyone want to lock them in separate rooms and do experiments on them? Naked girls, naked women, naked Buffy. Oh, stop me. Which question do you want me to answer first? Alors oui, Carole, donc tu es notre invitée. On t'a beaucoup entendu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toujours là? Eh bien on va t'attendre encore plus. Donc c'est ta rubrique. Si tu as le micro ouvert, tu nous parles de ce que tu veux. En priorité de Buffy. De Buffy quand même. Non mais peut-être nous parler de ton rapport à Buffy. Comment t'es tombé dans Buffy? Je ne sais pas ce que ça représente pour toi. Bien sûr. Et ton actu, ce que tu fais, tout ça. Alors Buffy, parle de ce que tu veux. Buffy c'est ma vie. Et voilà, elle a dit la phrase. Non, plus sérieusement. Moi en fait, je suis arrivée par Buffy au départ par ma passion pour les histoires de vampires qui remontent à loin. Quand j'ai commencé à apprendre à lire à l'école primaire et que j'ai plongé dans la bibliothèque rose, j'ai commencé par lire Le Petit Vampire. Oui, moi aussi, je connais. J'ai dévoré ces bouquins, mais oui, les uns après les autres, j'adorais ça. Et c'est là que j'ai commencé à fait un film déplorable. Un film déplorable, j'ai dû voir 10 minutes du film et j'ai abandonné. Non, bah oui, c'est dommage. Parce qu'on était trop vieux après pour voir le film. Oui, beaucoup trop vieux. Et j'ai commencé à me passionner pour les vampires, pour les loups-garous, la lycanthropie, toutes les histoires paranormales. En 6ème, j'ai lu Dracula, j'ai dû en comprendre la moitié. En 6ème, d'accord. C'est un peu tôt. Et puis un jour, en ouvrant un magazine, c'était un catalogue en fait, qui compilait des photos de stars. On pouvait acheter des photos argentiques à cette époque-là, c'était avant Internet. Et c'est comme ça que j'ai découvert des photos d'une série un peu étrange avec une fille qui s'appelait Buffy. Alors à l'époque, on savait pas comment prononcer ce mot-là puisqu'on l'avait juste vu dans le catalogue. Avec mes sœurs, on disait Buffy. Bien sûr, Buffy. À cause de Phoebe Buffet. On connaissait à l'époque. En plus, ouais. Donc on le prononçait de la même façon. Gros bisous à Ornella au passage. Gros bisous. Et ma sœur qui s'est beaucoup moquée de moi après pour avoir appelé Buffy Buffy avant de voir la série.
C'était quand ça? C'est pardonnable. Ça, c'était avant la diffusion de Buffy en France, et donc on attendait en fait l'arrivée de Buffy sur M6. On savait que ça allait arriver. On était excités comme pas possible, et voilà, Buffy a occupé beaucoup de soirées familiales, beaucoup de soirées de DVD. Et voilà, et quoi qu'il arrive, je pensais qu'un jour j'arrêterais de regarder Buffy, et là la saison n'est jamais arrivé. Voilà, ce jour n'est jamais arrivé, et très récemment je me suis dit qu'en fait ce jour sûrement n'arriverait jamais. C'est possible. J'ai bien raison. Voilà, et donc le fait d'écrire sur internet, j'ai d'abord commencé à écrire pour un site qui s'appelait Criticat, et j'écris également pour un site qui s'appelle Clapmag. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a un site internet et un magazine papier trimestriel, Clap. Et t'as fait un dossier sur Buffy et sur voilà, le site, je crois. Le premier papier que j'ai écrit sur clapmag.com, c'était un dossier sur Buffy pour retracer un petit peu, pour dire un peu à ma façon pourquoi Buffy c'était génial. Même si je n'avais pas l'idée de cette expression à ce moment-là, mais c'est un peu ça, tout ce qui m'avait marqué, pourquoi j'aimais Buffy et pourquoi c'était encore important aujourd'hui de regarder Buffy, et puis de considérer cette série comme un objet complètement légitime justement de discussion, d'échange et de réflexion. Exactement, c'est exactement ce qu'on fait ici, et ouais, non, mais c'est bien. Ça tombe très bien. Ça tombe très bien, tu as bien fait de venir. Voilà, et puis pour la petite anecdote, l'année dernière j'ai eu l'immense honneur. Alors là vous allez tous crier. J'ai eu l'immense honneur de rencontrer Joss Whedon pour la sortie de Beaucoup de bruit pour rien. Voilà. Donc je crois que ce jour-là. Tu l'as rencontré, il l'a interviewé. Je l'ai interviewé en tête à tête. J'étais assis à côté de lui, là, comme on est aujourd'hui. Donc le junket, ça s'appelle comme ça. C'est un press junket, mais c'est quand même une interview qui a duré 40 minutes. 40 minutes face à Joss Whedon à faire une interview en anglais. Et en plus, tu lui parles pas mal de Buffy. Hein. À la fin, parce que je suis allé voir ton interview, et sur la fin, t'insistes un peu sur Buffy. J'ai insisté sur Buffy parce que forcément, c'était pas possible de pas lui parler de Buffy, quoi. Donc voilà. Non, bien sûr. C'est cool. Parce que son film entre nous, il est pas ouf. C'est vraiment un film pour les fans hardcore, je dirais. De Shakespeare. Et c'est vraiment un film qui met en valeur Amy Acker, Nathan Fillion, Alexis Denisov. Voilà, c'est vraiment un film, une déclaration d'amour à ses acteurs favoris. Mais il leur devait bien ça. Après, c'est très très particulier. Enfin, il y a un petit côté un petit peu intello. Moi, j'ai vraiment bien aimé, mais j'avoue que je suis pas du tout objective. T'as préféré Avenger? Je sais pas. Buffy, surtout. Ouais, non, mais voilà. Mais je pense que c'est bien. Il y a un autre jour. Mais dans une carrière, c'est bien d'avoir fait ça et Avenger justement. Ouais, c'est tout à son honneur sûrement. Donc on est à une poignée de main de Joss Whedon. On est à 1,06. Donc voilà, donc j'espère le revoir. J'aimerais tellement le revoir pour la sortie de Avengers, l'âge d'Ultron. Il faut qu'on essaie de sortir quand il vient dans l'enfance pour. Ça serait pas mal qu'il y ait nos podcasts. Pour Avengers 2. Après, il aura peut-être moins besoin de faire de la promo pour ce film-là que pour. Non mais Carole, tu lui passes un coup de fil, tu peux venir faire le podcast avec nous. Quoi qu'il en soit, si vous lisez Clap, il y aura toujours des petits clins d'œil à Joss Whedon dans mes articles. Je vous invite à aller les retrouver. Et notre prochain numéro sera en kiosque le 9 avril. Allez, tout de suite la rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Alors oui, donc si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Alors, je vais commencer parce que du coup, moi, mon si t'aimes Buffy de cette semaine, il est complètement en rapport avec l'épisode qu'on vient de voir. C'est en fait la BD. Il y a eu une BD tirée de l'épisode qu'on vient de voir en fait. Sur Jonathan. Donc BD écrite par Janice Svensson, donc la scénariste aussi de l'épisode. Et du coup, est-ce que c'est le comics qu'on voit dans le plan Bah oui, je pense. On voit sur la table, alors, c'est pas la même couverture. Ah bah alors non alors. C'est le même titre. Forcément, c'est inspiré à mon avis de cette idée de mettre un comics sur Jonathan. Alors, je vous explique, parce que Jen en parle également dans le... J'arrête pas de dire ça. Dans les commentaires audio, ouais. Qu'on va pas regarder. T'as bien préparé ce podcast, j'ai l'impression. Bah, j'ai lu 45 fois les commentaires audio. Ah oui, d'accord. Non, mais Jen le dit. En fait, c'est elle qui s'est dit, il y a Dark Horse, un éditeur qui publie des comics Buffy. Bah oui. Et ben pourquoi pas faire du transmédia, avant l'heure. Pourquoi pas faire un vrai comic Jonathan. Donc c'est elle-même. Donc c'est ça qui est dingue. C'est elle, la l'origine de la BD. Ouais. Qui a contacté Dark Horse Comics, donc qui publiait les comics Buffy à l'époque, et qui a proposé de faire un comic Jonathan. Donc ça s'appelle Jonathan Codename Comrades. En français, c'est Jonathan nom de code camarade. Parce que pourquoi camarade ? Parce que c'est une histoire complètement dingue de vampires soviétiques mafieux aussi. Enfin, donc du coup camarade. Et c'est Jonathan qui les combat. Alors moi je l'ai trouvé qu'en anglais, je sais pas si ça existe en français, je crois que ça n'existe pas en français en fait.
Ça peut-être pas être. Ouais, mais c'est de l'anglais très possible à lire. Même moi, vous connaissez mon niveau en anglais. J'ai réussi à le lire, à tout comprendre, donc il y a pas de problème. Donc c'est très marrant parce que ça se passe, c'est l'histoire qui se passe une semaine avant ce qu'on voit dans l'épisode. Et donc Jonathan, il est encore plus James Bond parce que du coup on va encore plus loin dans les clichés vu qu'on est en BD, donc on peut faire ce qu'on veut. Il saute d'un avion sans parachute. Ouais, la première scène c'est dans un avion. Il en a rien à foutre. C'est pas mal. Et il est non mais ça va très très loin. Et donc comme je vous disais, il se bat contre des mafieux bolcheviques et vampires en plus. Et c'est très drôle. Xander est très drôle, Jace est très drôle. Enfin voilà. Les personnes sont respectées. Voilà, les personnes sont respectées. C'est écrit par Jen, donc voilà, c'est crédible. Si on est fan, c'est assez à lire, c'est très intéressant. C'est pas si génial. Voilà, tu as peut-être un avis d'expert en comics. Non, c'est pas être expert. Hein. Moi, j'ai lu. Alors, c'est ce qui est cool, effectivement, le côté espionnage fantastique en plus. Ça, c'est vraiment, enfin, dans l'esprit Buffy, j'ai envie de dire. Et par contre, c'est quand même pas terrible au niveau des dessins. C'est assez bâclé. Ouais, bon, ça, ouais. Voilà, et en plus, et surtout, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, les puristes des comics vont peut-être pas aimer. Au niveau du dessin, c'est pas terrible. Et en plus. Au niveau du scénario, première phrase de l'épisode, Jonathan, c'est une voix off de Jonathan et il dit qu'il a utilisé un sort pour être dans cette situation. Donc dès le début, on sait que c'est faux. Oui, mais non, parce que non, mais si. Alors, dès le début, on sait que c'est faux. Je t'explique. Et ça contredit tout l'épisode. J'ai fini mon explication sous prétexte qu'il faut qu'il y ait des gens qui connaissent pas Buffy qui puissent lire le comics. Mais sauf que c'est n'importe quoi. Mais non. Sauf que les gens qui lisent le comics Buffy, c'est parce qu'ils connaissent Buffy. Mais tu vas la placer. Voilà. Je vais expliquer. Je l'ai dit, c'est une BD qui a été publiée après l'épisode. Donc, au moment où on lit la BD, on le sait que c'est un sort. On l'a vu dans l'épisode. Ne pas jouer avec la BD comme tu joues avec l'épisode en faisant un vrai comics Jonathan, en jouant le premier degré encore comme tu dis pourquoi pas parce que voilà, c'est la direction qu'ils ont prise. Franchement, pour le coup, ce n'est pas un si t'aimes Buffy tu vas aimer ça. C'est un si t'aimes Buffy et que tu n'es pas, tu ne vas pas aimer et que tu n'es pas aussi pointilleux que Riley, tu vas peut-être aimer ça. Riley, si t'aimes Buffy ou pas? Bah non, du coup, j'ai lu ta BD. J'ai lu ta BD après. Tais-toi. Carole, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça? Oui. Alors oui, dis-nous tout. Débat peut-être. Donc si t'aimes Buffy, tu vas peut-être aimer Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Parlons-en. Et voilà. Parlons-en. Série qui fait débat. 2, voilà. Alors voilà, Agent of S.H.I.E.L.D., série créée par Joss Whedon dans la poursuite de Avengers, mais où Joss n'intervient pas aussi souvent qu'il pouvait le faire sur d'autres séries. Il n'intervient pas du tout. Je mets une parenthèse, créée par Joss Whedon, son frère et sa belle-sœur. Projet familial. Pas que Joss Whedon. Voilà. Il est pas tout seul. Ils ont bossé sur Dollhouse aussi. Donc ça change un petit peu la donne, on est d'accord. Et en fait voilà, Agent of S.H.I.E.L.D. c'est vraiment une série qui met du temps à décoller. Et là pour le coup, voilà, même si c'est pas une pure série de Joss Whedon, c'est quelque chose de très Whedonien. C'est qu'avec dans l'univers Whedon ou de ses scénaristes et auteurs aficionados, et ben ça me prend toujours du temps avant qu'un univers s'installe, qu'il y ait des vrais enjeux qui se développent, que les personnages soient cohérents. Et là faut attendre quand même 9-10 épisodes avant que vraiment la mayonnaise prenne. Et après, faut attendre à peu près une saison de Breaking Bad pour qu'il se passe quelque chose. C'est ça qui est un peu problématique. Mais après, ça vaut vraiment le coup parce qu'on a vraiment très très vite des personnages qui deviennent assez noirs, qui se posent des vraies questions d'identité, qui interrogent leur humanité. Et finalement, on est déjà dans un environnement assez dark qui rappelle un peu la fin de Buffy, les questions de la saison 6, de la saison 7, sur son rapport à son humanité, sur le fait de pouvoir être avoir son intégrité physique pervertie par des forces qui nous dépassent. Je trouve que c'est l'univers d'Agent of S.H.I.E.L.D. qui rappelle un petit peu en partie celui d'Angel et celui de Dollhouse. Il y a un petit côté Firefly aussi sur toute la vie de l'équipage dans un vaisseau, le côté un petit peu renégat d'une équipe, avion invisible. Comme Wonder Woman, avion invisible, et voilà. Il y a bouclé. Et il y a plein de connexions un petit peu ludiques qu'on peut faire avec plein d'autres séries de Whedon. Voilà, moi je suis pas forcément une grosse fan de Marvel. Mais là, on est sur un produit dérivé. Ouais, de la Whedon Family quand même. De la Whedon Family. Ouais, d'accord. Moi sur Agent of S.H.I.E.L.D., je suis finalement un peu d'accord avec toi. J'ai tout vu, bizarrement, sans jamais avoir trop accroché à cette série, sauf un épisode de la saison 1 qui était complètement fou. Je me rappelle plus lequel. Mais surtout, je voudrais parler de deux personnages qui sont. C'est la seule bonne trouvaille de cette série, selon moi. Une très bonne trouvaille, c'est quelque chose que j'avais jamais vu avant. C'est le duo Fitzsimmons. Tu vois, complètement d'accord avec toi. C'est un duo de geeks. En fait, si vous regardez des séries, il y a souvent
ce personnage de geek, un peu informaticien, un peu techos, un peu voilà, qui fabrique les trucs. Donc c'est Willow dans Buffy, c'est dans Alias aussi. Il y en a un dans Alias, sûrement. J'ai oublié son nom. C'est Saïd dans Lost, voilà, qui bricole. Dans Pacific Rim aussi, les deux. Enfin bref, oui, il y en a partout. Il y a toujours un personnage là. Et là, la super bonne idée qu'il y a dans cette série, c'est d'avoir fait ce personnage, de l'avoir séparé en 2 personnages. Et c'est fascinant de voir. Ça fonctionne vraiment comme un seul personnage. Et d'ailleurs, c'est tellement intégré. Ils sont tout le temps ensemble. Ouais. Ils sont toujours ensemble. Et ils jouent là-dessus, sur le fait que le personnage soit 2 personnes. Et c'est tellement intégré par l'équipe d'Agent of Shield que dans les répliques des autres personnages, ils disent à chaque fois, bah tiens, il est où Fitzsimmons? Ils sont ensemble. Parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Fitz et l'autre, c'est la nana qui s'appelle Simmons. Et par le reste de la bande, c'est intégré que c'est un seul personnage. Et l'intérêt de la série, c'est aussi la trajectoire de Fitz, qui est quand même un personnage tragique, magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux personnages de la série. À un moment donné, en tant que fin de personnage. saison 1, ils sont séparés. Le noyau va être brisé. Et la saison 2, c'est l'intérêt de la saison 2 aussi. Voilà, c'est qu'ils sont séparés. Mais on s'est séparés, mais on sait qu'ils ne peuvent exister que l'un avec l'autre, et donc toute la saison 2. Bon, vous m'avez donné envie de regarder l'épisode 4. Bah oui, pour le coup, vous la vendez super bien. Clément, tu avais un système Buffy, tu avais ça? Oui, en rapport avec Buffy? En rapport. Alors, figure-toi que pour une fois, j'en ai trouvé un qui a un rapport avec Buffy. Arrête! Je te jure. Donc, le récit que j'ai sélectionné pour vous s'appelle À vos souhaits de Fabrice Collin. Voilà, donc le roman est un récit d'aventure fantastique baigné dans un monde féerique teinté de réalisme. C'est ça qui m'a plu en fait dans le délire. C'est du médiéval fantastique. Voilà, on peut résumer ça en un mot, médiéval fantastique. Parce que justement, dans un Londres imaginaire, John Moon, le personnage principal, est un entraîneur nul d'une équipe sportive nulle. Il vit une vie nulle. Du coup, on peut voir un parallèle avec Jonathan. Enfin, en tout cas, ça m'a marqué. Et du coup, il veut se suicider. Sauf que même ça, il est pas foutu d'y arriver. Il est nul. Mais comme heureusement, il va se retrouver embrigadé dans une course folle pour sauver le monde des griffes du diable, carrément. Car le diable, figurez-vous, est sur Terre parmi nous pour récupérer la clé qui ouvrira la porte des enfers. Donc vous comprenez bien qu'il faut l'empêcher. Ouais, c'est très drôle. Et c'est très drôle, voilà, justement, c'est très drôle, et parce que ça m'a fait penser à Camelot, où les personnages ordinaires, comme vous et moi, en fait, qui ont des problèmes du quotidien, mais dont l'action se passe dans un monde d'heroic fantasy. C'est ça. Alors, j'ai envie de dire, Clément, quel est le rapport avec Buffy? Eh bien, parce que ce monde est peuplé de nains, d'elfes, de gobelins, et surtout de démons. Ça y est. Et voilà, le lien est fait avec Buffy. Ouais, alors voilà, je voudrais bien qu'on me prouve le contraire. Ouais. Si on peut pas y voir un rapport, voilà, c'est un débat de longue date avec Sartman sur le monde de Buffy. Il y a des démons quoi. Bon, et c'est fini alors, on a fini? Bah, il me semble, il manque juste un dernier truc. Les gens tranquilles alors. Et pas un dernier truc à dire? Des petites infos. Par rapport à un truc qu'on va faire. Ouais. Peut-être si vous voulez nous voir en vrai. Si vous voulez venir assister à un podcast en live, en public, il va se passer des choses complètement folles au mois de mai, porte de Versailles, les copains. Donc, à Paris. Pourquoi à Paris, pardon. Pourquoi Buffy c'est génial? Nous serons tous présents, porte de Versailles, les 23-24 mai. 3 et 24 mai, merci Riley. Ah bon, salon, bah faut que je le note. Attends. Au salon, oui, tu notes dans ton cahier texte, à faire signer par les parents. Pour la convention Geekopolis, festival des cultures geeks du monde entier, cool. et surtout de la France. Donc oui, nous aurons un stand là-bas, donc si vous voulez nous voir, nous faire des gros bisous en direct, nous serons là. On vous présentera donc ce qu'on fait, donc si vous connaissez pas de mots, mais surtout on vous présentera un jeu, vous aurez la possibilité d'enregistrer des mini-podcasts en direct. On va vous préparer des trucs incroyables. En public. On prépare des mini-casts. On va préparer des choses, vous inquiétez pas. Il y aura un épisode en public aussi. Il y aura également, on va enregistrer à Geekopolis un épisode du podcast en public et auquel le public pourra participer et sera très encouragé à participer. Voilà, vous pourrez dire votre amour pour Buffy. Ce sera interactif, un épisode interactif. Voilà.
Et il y aura enfin une conférence. On va animer une conférence donc le samedi ou le dimanche. C'est le dimanche. C'est le dimanche la conférence. Midi, non mais il connaît pas. Ils feront une conférence sur Buffy et le mal, les représentations du mal dans Buffy. Donc voilà, tout ça c'est à Geekopolis, donc au mois de mai prochain. Si ça vous dit, venez nombreux. Bon, on vous en reparlera. Et de toute façon, on en reparlera régulièrement. On est complètement super content de le faire et bah oui, carrément. Et on a très très hâte de le faire. C'est cool. C'est tout. On est bien. On est bien. C'était bien d'avoir une invitée, je trouve. Mais alors, on va faire un énorme bisou à Carole. Merci Carole. Merci Carole d'avoir été là, de nous avoir éclairé dans ton œil féminin et journalistique que nous n'avons pas. Voilà, j'espère pas que féminin. Non, mais tu nous as mis la honte un peu, c'est bon. Non. On t'invitera pas tout le temps, mais tu peux revenir quand tu veux. Non, mais c'est le but des invités, que les invités disent des choses que forcément nous. Auxquelles on pense pas, mais ouais, c'est. Si c'était des gens qui disent pareil que nous, ça n'aurait aucun intérêt. On est d'accord. Tout à fait. Est-ce que Joss Whedon s'habille bien, toi qui l'as vu? Est-ce qu'ils sont bons? Pas terrible. Joss Whedon met des vestes en tweed avec des chaussures de running. Non, c'est un Américain. Il a rien à foutre, voilà. C'est un Américain qui a fait il a été à l'école en Angleterre. Donc il a aucun goût vestimentaire. C'est son côté Giles. Non mais merci beaucoup Carole qui était notre première invitée du podcast. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Notre but c'est qu'il y ait des invités régulièrement dans l'émission. Qu'on soit pas juste tous les trois, parce qu'on va finir par dire toutes les mêmes choses. Ah mais là Evil Dead, ah là Lost, ah là ça parle de sexe. Voilà. Il faut des gens nouveaux pour nourrir le podcast et qu'il soit plus intéressant. Pour rafraîchir le truc. Voilà. On va vous laisser tranquille, vous allez pouvoir éteindre votre lecteur. Mettez-nous 5 étoiles. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est très important. Il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui l'ont fait. C'est honteux. Et j'ai les noms. J'ai les noms de tous ceux qui l'ont pas fait. Attention, il est colère. Voilà, je vais venir chez vous mettre des claques. Mettez-nous 5 étoiles, s'il vous plaît. C'est très important, comme ça on est content. Donc du follow, du fave, du pouce, du like. Je comprends pas ce qu'il dit. Et du partage. Mais les gens crois qu'il essaie de nous parler là. Sur les réseaux sociaux me connaissent. Je vous rappelle que Clément nous a promis que une fois qu'on aura franchi la barre des 1000 followers sur Twitter, il postera des photos de sa sextape. On a hâte. Ouais. Non, j'ai dit ça dans un moment de faiblesse. Tu l'as dit, c'est trop tard, c'est enregistré. Ah merde. Donc objectif 1000 followers avant mercredi matin. Ou pas. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Et un gros bisou à tout le monde. Un gros bisou. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. On se retrouve dans 3 semaines pour la suite, un épisode de la saison 5 forcément. Cool. On est déjà en carré. On sait pas ce que ce sera encore. Et on vous fait des gros bisous. À très bientôt. Tchuss. Mais est-ce qu'on a parlé de Matrix?